dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, dans la famille des dispositifs d'aide aux élèves en difficulté, je demande les RASED. Ils ont été créés en 1990 et malgré quelques vicissitudes, ils continuent à venir en aide aux élèves de primaire. On en parle avec Karine Fiacchetti. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire, celui de la découverte du sélacanthe. C'est une espèce que l'on croyait alors disparue. Cécile nous en parle de ces espèces disparues qu'on croise en programme de sciences. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Il vous arrive, comme moi, de vous sentir un petit peu démuni dans un échange de bons mots. Eh bien, lisez le grand livre des punchlines de Sénèque à Necfeu. Cécile vous le présentera. Des livres encore et enfin dans la librairie de la quotidienne avec les conseils de lecture de Célie pour les enfants et pour les ados. Ce sera en fin d'émission. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Ils ont bien failli disparaître, les RASED, ces réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Les RASED qui permettent à l'école primaire, je cite, l'intervention de personnel spécifiquement formé pour accompagner des élèves qui rencontrent des difficultés persistantes qui perturbent leurs apprentissages scolaires. Fin de citation. Il y a 15 ans, Xavier Darcos, alors ministre de l'Éducation nationale, avait supprimé 3000 postes sur les 15 000 que comptaient ces réseaux. D'autres attaques ont suivi et pourtant, ils sont toujours là et bien là pour aider les enseignantes qui y interviennent, les élèves bien évidemment. Et Karine Fiacchetti vient de publier aux éditions Tom Pouce un précieux guide enseigné en RASED. Comment faire concrètement? Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même, Karine, enseignante spécialisée. On va commencer par poser le cadre et par rappeler ce que c'est qu'un RASED et comment ça marche. Donc, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Tout à fait. Donc, c'est un réseau de l'Éducation nationale qui est composé de 3 personnes. Nous sommes 2 enseignants spécialisés et un psychologue de l'Éducation nationale. Donc, on est en charge d'un secteur d'école. Voilà. Vous dites enseignant, souvent vous écrivez enseignante dans le livre. Et moi-même, j'ai dit enseignante au début. Beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, majoritairement, c'est sûr. Après, comme c'est un livre où je partage mon expérience, c'est vrai que je m'incluais derrière ce terme-là. Le but des RASED, parce que la définition, j'y reviens, elle est très large, intervention de personnel formé pour accompagner les élèves qui rencontrent des difficultés persistantes qui perturbent leurs apprentissages scolaires. Et ces difficultés, elles peuvent être de tous ordres. Et c'est là aussi où il y a l'intérêt de ce binôme enseignant, enseignante et psychologue. Oui, tout à fait, parce qu'on va avoir des difficultés vraiment liées aux apprentissages, des difficultés qui peuvent être plutôt liées au comportement ou à la difficulté de comprendre les attendus de l'école et qui du coup vont entraver les apprentissages. Et puis des difficultés qui sont plus de l'ordre psycho-affectif et pareil, qui peuvent entraver les apprentissages. C'est pour ça qu'on est 3, chacun avec une spécificité. Un enseignant qui va plutôt être sur la dominante pédagogique, un autre donc pour les apprentissages, un autre sur la dominante relationnelle, plus au niveau du comportement de l'élève, et puis le psychologue qui va intervenir directement sur demande des familles. On essaye de cerner le problème et d'enrober quelque part l'élève dans ce réseau avec des enseignants ou des enseignantes spécialement formés. Vous, au début, vous étiez professeur des écoles. Oui. Vous êtes devenu professeur spécialisé. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a appris en plus, typiquement, qu'on ne vous avait pas appris à l'IUFM, l'INSPE ou l'ESP, selon le moment où vous êtes formé? Un certain nombre de techniques, comme l'étayage, l'explicitation, des choses un peu plus poussées que ce qu'on fait en formation initiale. Et puis une connaissance aussi vraiment de l'enseignement spécialisé de manière assez large, sachant que moi j'ai passé le KPI qui a à peu près 7-8 ans. C'est appelé, ça veut dire certificat d'aptitude au professorat. Pour l'école inclusive, pour des pratiques de l'école inclusive. Et donc j'étais sur la première année de cette certification qui remplaçait le KPSH. Et avant, le KPSH avait des options. Et là, on est beaucoup plus en tronc commun qu'on soit sur un terrain d'ULIS, d'IME, de SECPA, de RASED. Alors ça nous fait plein de sigles. Pour résumer, c'est le nom de toutes les regroupements d'élèves qui rencontrent des difficultés. Les ULIS. Qui peuvent être dans les écoles ou alors les établissements médico-sociaux aussi. Qui sont des établissements spécialisés dans lesquels peuvent arriver un certain nombre de ces élèves, mais pas forcément. Quand vous intervenez au départ, vous intervenez dans des écoles qui sont les écoles où va tout le monde. Forcément dans l'école ordinaire. Les élèves qui ont le plus besoin d'aide, comment vous sont-ils signalés? Comment sont-ils repérés? Alors déjà par les enseignants de la classe qui peuvent directement nous faire une demande de concertation. On va réfléchir avec eux sur le profil de l'élève, les aides qu'ils peuvent essayer de mettre en place eux-mêmes en classe. Et puis nous aussi, comment est-ce qu'on peut intervenir auprès de l'élève directement ou plus en conseil, toujours au niveau de l'enseignant. Et puis nous aussi, on a un gros travail de prévention. On est très présent début d'année dans les maternelles, dans les classes de CP, un petit peu ces classes charnières.
Et on va proposer des activités, des projets en lien avec l'enseignant de la classe, en co-intervention. Ce lien, il faut que ce soit un lien de confiance. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on regarde le monde de l'éducation nationale de l'extérieur, c'est pas si simple que ça, mais ça, on va y revenir, de tisser ce lien. Vous donnez beaucoup de conseils en ce sens. C'est pas si simple de tisser ce lien parce qu'on arrive dans la classe de quelqu'un d'autre, donc il faut aussi qu'il ait envie de nous ouvrir sa porte, qu'il comprenne qu'on vient pour l'aider, qu'on n'est pas là pour le juger, qu'on vient surtout pour réfléchir ensemble parce qu'on n'a pas de solution miracle. Donc voilà, c'est un lien qui se tisse un petit peu sur du long terme. Et on va raconter comment dans cette émission. Vous trouvez évidemment plein d'infos, plein de trucs. C'est un ouvrage très très pratique, enseignant Razed. Concrètement, que faire? Le concrètement est plus que justifié, mérité. Je vous donne un exemple. Regardez, au pif, j'ouvre. Et vous voyez à quoi ça ressemble. Quand on regarde une double page, il y a énormément de listes, de points, de bullet points, de méthodes. Je ne vais pas dire de trucs, parce que ça va au-delà du truc, mais en tout cas de gestes professionnels très précis. Oui, c'est vraiment le geste professionnel, parce que l'idée, c'est d'apporter des aides pour les élèves, mais aussi, pour pouvoir les aider, il faut intégrer dans sa pratique des gestes plus inclusifs. Et on va les détailler, Karine. Merci beaucoup. Juste après l'anti-sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Le 22 décembre, en 1938, une ornithologue britannique découvre une espèce de poisson que les scientifiques croient éteinte depuis des millions d'années. Et dans cette anti-sèche, Cécile, vous allez revenir sur ces espèces disparues et menacées. Le nom de cette espèce-là qui est plus facile à dire qu'à écrire? Le sélacanthe. Sélacanthe, comme vous le dites bien. Et je voudrais bien dire aussi le nom de l'ornithologue, parce qu'il faut lui rendre un petit peu hommage. Il s'appelle Courtney Latimer, voilà. Il n'a pas disparu, c'est vrai qu'il n'avait pas disparu, mais il faut savoir que le sélacanthe, qu'on épelle Allez, plus. on l'épelle. C-O-E dans l'eau, L-A-N-C-A-N-T-H-E. Merci. Accrochez-vous, c'est pour... Maître Capello. Alors, il n'a pas disparu, mais il est menacé. Il n'existe plus que 300 individus qui vivent dans les eaux de l'archipel des Comores. Et on en profite pour parler des espèces disparues en général, parce qu'évidemment, ce n'est pas la seule menacée ou disparue. Il y a loin de là, il y a plus d'une espèce sur 3 qui est aujourd'hui menacée de disparition dans le monde. L'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est un organisme intergouvernemental, établit une liste rouge régulièrement. La dernière en date, qui a été communiquée à la COP28 le 11 décembre dernier, établit que sur 157 190 espèces étudiées, 44 016 sont classées menacées, c'est à peu près 28%. C'est 2500 de plus qu'en 2022. Alors, parmi ces espèces, 41% des amphibiens, 12% des oiseaux et 26% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. Énorme. La France, là-dedans? La France, on figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées, c'est-à-dire 2268 espèces menacées au niveau mondial. Wow, ce qui est considérable. Alors, il y a les espèces menacées et les espèces disparues. Oui, et le dernier rapport Planète Vivante du WWF est assez alarmant. Il révèle qu'entre 1970 et 2018, c'est-à-dire à peu près 50 ans, 69% des populations d'animaux sauvages ont disparu. C'est énorme. C'est énorme. Alors, il y a aussi des espèces dont on ne sait pas si elles ont vraiment disparu. On n'a pas de nouvelles depuis longtemps et parfois on les cherche. On n'a pas eu un petit mail, on n'a rien du tout. Ça, rien du tout. En 2017, l'organisation Rewild, fondée par l'acteur Leonardo DiCaprio, a établi une liste des 25 espèces perdues les plus recherchées. Alors, pour résumer, on ignore si elles ont disparu, mais ça fait longtemps qu'on ne les a pas vues. Donc il y a un espoir quelque part. Et dans cette liste, c'est ajouté 8 nouvelles espèces, comme l'Euricea robusta, une espèce de salamandre vivant au Texas. Alors le seul 4 individus avaient été vus en 1951 et depuis, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, bonnes nouvelles, on ne sait pas. Et suspect coupable de ces disparitions, essentiellement l'être humain. Oui, parce qu'il y a quand même les raisons principales, on les connaît quand même, le changement dans l'utilisation des terres, comme l'urbanisation. La déforestation, j'imagine. La déforestation. Ouais. Il y a aussi la surpêche ou la chasse, la pollution évidemment, le changement climatique et aussi les espèces exotiques envahissantes. Alors on essaie de protéger tout ce beau monde et parfois les efforts payent tout de même. Oui, c'est des bonnes nouvelles quand même. On termine sur une bonne note. Il y a des espèces qui sont qui étaient extrêmement menacées, qui le sont un petit peu moins. Alors j'en ai quelques-unes quand même. Par exemple, le bison d'Europe. Il y a 100 ans, il n'y avait qu'une cinquantaine d'individus qui vivaient dans les eaux. Maintenant, il y en a 6000 à peu près dans la nature, donc ça c'est pas mal. Voilà. La Nouvelle-Zélande a sauvé de l'extinction le kakapo, qui a un Le kakapo. Oui, ça fait toujours rire. Oui. C'est mon côté maître Capello, ça s'écrit K-A-K-A-P-O et non pas autrement.
Eh ben, Maître Capello, un petit peu coquin. Alors, c'est un perroquet incapable de voler, c'est pour ça qu'il était menacé. Ah oui, donc, il leur a réservé une petite île avec des rangers pour surveiller tout ça. Et depuis, la population a été multipliée par 4, ce qui est un beau challenge. Les antilopes saïgak, principalement présentes au Kazakhstan, ne sont plus, dit-on, en danger critique, mais considérées comme quasi menacées. Donc, c'est une étape un peu mieux. Sans oublier le rhinocéros blanc du Sud, qui était considéré comme la première espèce de rhinocéros à frôler l'extinction. Aujourd'hui, grâce à un programme de préservation, l'espèce de rhinocéros est la plus répandue au monde. Super. Dingue. Et côté Union européenne, beaucoup d'efforts également sur la préservation de la biodiversité, qui est devenu un sujet assez à la mode aujourd'hui. Oui, alors déjà une première, en 2024, les quotas européens de pêche prendront en compte des espèces menacées, notamment le lieu jaune. En novembre, les États membres et le Parlement européen se sont entendus sur un texte qui prévoit la nécessité de restaurer 30% des surfaces terrestres et marines dégradées d'ici à 2030. Cela va permettre à l'Union européenne de se doter d'une loi. Génial. Petite idée de sortie, non? Vous nous avez mitonné ça, c'est les vacances. Oui, c'est les vacances, il faut en profiter. Alors, il y a une exposition Revivre au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Vous découvrirez des animaux disparus en réalité augmentée. Et c'est à partir de 8 ans et c'est jusqu'au 31 décembre. Allez, on se dépêche un petit peu, mais il reste quand même une grosse semaine pour cela. Cécile, merci. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Grand oral, Karine Fiacchetti. Les enseignants et les enseignantes, surtout de Razed, sont un peu les Shiva de l'école primaire. Elles couvrent plusieurs établissements, elles interviennent sur différents champs, le pédagogique, le relationnel, le comportemental. Et on en parle avec Karine Fiacchetti, enseignante spécialisée qui vient de publier aux éditions Tom Pouce, Enseigner en Razed. Concrètement, que faire? Parmi les principaux défis qui sont les vôtres, intervenir dans plusieurs établissements. Vous écrivez « À vouloir être partout, on risque de n'être nulle part ». Comment on choisit ses priorités? Alors, pas tout seul, parce qu'on est piloté par un inspecteur, l'inspecteur de circonscription de l'Éducation nationale, qui va, au vu des écoles, de leur situation, des concertations, des demandes de concertation qui remontent, les besoins en fait que les enseignants font remonter, nous indiquer des priorités. Il peut y avoir des priorités qui sont aussi en lien avec les réseaux d'éducation prioritaire, qui sont aussi déjà... Et après, on essaye avec tout ça de faire un emploi du temps. C'est effectivement, Shiva est une... Ça vous allez, Shiva, c'est pas dans le bouquin, c'est moi. Non, mais alors Shiva, et puis alors Shiva qui travaille dur, parce que vous êtes censé passer 24 heures par semaine en classe, mais ça c'est le tarif, j'allais dire, professeur des écoles, mais en plus de ça, vous avez plein de missions, et seulement 108 heures, j'imagine, par an, pour les remplir. Vous faites des heures sup, on va se dire les choses clairement. Oui, mais comme tous les enseignants dans le primaire, qui effectivement ont leurs 24 heures face à élèves, toutes les préparations évidemment à côté, les 108 heures qui regroupe un certain nombre d'heures prévues pour qu'on cale nos concertations, nos rencontres avec les familles, les conseils d'école, etc. Mais effectivement, on dépasse tous largement si on veut pouvoir couvrir nos missions correctement. On a parlé de l'aide pédagogique, de l'aide relationnelle, notamment. Je voudrais qu'on soit 2 minutes sur cette notion d'aide à dominante relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des enfants qui, par leur un problème de relation avec les autres, et ça fait qu'ils n'arrivent pas à entrer dans les apprentissages? Oui, qui ont un comportement qui peut entraver les apprentissages. Alors, c'est pas forcément un comportement qui va être débordant. Ça peut être aussi des enfants qui manquent de confiance, qui n'ont pas trop compris pourquoi ils étaient à l'école, qui sont pas très motivés ou qui sont extrêmement inhibés. Voilà, il y a tout un tas de... Mais c'est se dire que parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas celui de l'élève, c'est vraiment le métier de l'élève comme je le décris dans le livre, ben, ils vont avoir plus de difficultés à accéder aux apprentissages. Et donc là, vous travaillez spécifiquement là-dessus. Avec des priorités différentes, vous intervenez dès la maternelle et jusqu'à la fin de l'école primaire, mais vous faites le lien avec l'entrée en collège d'ailleurs. Il y a plusieurs moments charnières. Le premier, c'est déjà l'arrivée à l'école et les problématiques de séparation et d'adaptation. Il y a vraiment des enfants pour lesquels c'est pas possible. Il y a des enfants pour lesquels c'est difficile, effectivement, où il va falloir prévoir des choses, on va dire, de manière graduelle. Beaucoup de communication avec les parents, avec les enseignants. Oui, pour certains, c'est très difficile. Il y a un profil, alors un enfant qui était à la crèche avant, il s'est déjà ça facilite parce qu'ils ont déjà ils sont déjà séparés une fois. Ils sont déjà séparés, puis ils ont eu de la collectivité, ils ont eu un rythme avec des règles qu'ils doivent suivre. C'est aussi ça, c'est la contrainte qui est difficile à l'école. Et parfois, le problème ne vient pas de l'enfant, mais du parent. Des fois, il y a des parents qui ont du mal à laisser leurs enfants. Comment vous faites aussi dans ces cas-là? Eh ben, on essaye de discuter avec eux et puis de les rassurer parce que c'est surtout de l'inquiétude. Mais oui, c'est dans nos missions aussi d'être avec les parents. Donc vous pouvez les solliciter une réunion, leur dire venez, on va parler, leur expliquer à eux aussi le métier de parent finalement, tout comme il y a le métier d'élève. Alors leur expliquer le métier de parent, peut-être pas, mais en tout cas leur expliquer comment accompagner au mieux leur enfant pour qu'ils puissent faire une bonne entrée à l'école.
Sachant qu'un certain nombre de problèmes viennent aussi de problématiques médicales, en revanche, j'ai découvert que les familles ne sont pas obligées de communiquer là-dessus. Donc c'est à vous de jouer aux devinettes en fait. Si un enfant a un problème, parfois on n'en sait rien quoi. C'est pour ça que je dis dans le livre qu'il faut partir des besoins de l'enfant et pas d'une difficulté qui va être un constat ou d'un trouble pour lequel on va avoir des informations ou pas forcément, puisque effectivement ça relève du domaine médical et donc de la vie privée de la famille. Alors, dans les faits, souvent les familles le disent, mais elles ne sont pas obligées. Et d'ailleurs, quand on a des bilans des professionnels, que ce soit des orthophonistes, psychomotriciens, il y a vraiment une page après le bilan avec les pistes d'aménagement pédagogique qu'ils proposent pour l'école. Donc vraiment, ils ne sont pas obligés de faire passer tout ça. Mais si on part du besoin des enfants... Là, on trouve. Disons qu'on va essayer de trouver des moyens de compenser et puis on peut se rendre compte, par exemple, qu'un enfant qui est TSA, donc dans le spectre autistique, un enfant qui a un trouble du langage oral, dysphasique, un enfant qui est très inhibé, très timide, ces trois profils d'élèves peuvent avoir tous un même besoin, par exemple, d'aide pour communiquer à l'oral. Donc on va privilégier pour ces enfants-là des petits groupes ou des relais par des pictogrammes. On va parler des solutions que vous faites, parce qu'il y a plein de solutions. Dans les moments charnières, donc évidemment l'entrée à l'école, l'entrée en CP, et l'entrée en 6e, c'est ça, c'est toutes les charnières qu'il faut... C'est ça, oui, et puis c'est des moments où il peut y avoir peut-être des questionnements par rapport à une certaine orientation. Est-ce qu'il continue dans l'ordinaire? Est-ce qu'on accompagne vers peut-être une orientation? D'accord, et notamment vers les SECPA, les sections d'enseignement général et professionnel adaptés. Pour le collège, mais au préalable, il peut y avoir les dispositifs Ulysse qui sont aussi des qu'on a cité tout à l'heure pour des enfants. Mais là, on est dans le handicap, on n'est pas juste dans des enfants qui ont on est dans le champ du handicap, alors que la SECPA, pas forcément, c'est de la grande difficulté scolaire. Voilà. Ouais. Karine Fiacchetti, autrice de Enseignants en RASED, concrètement, que faire? Passionnant ouvrage qui nous fait plonger dans les RASED. On vous retrouve juste après. Il y a des récrés, c'est un bon moment. Il y a des élèves qui ont des problèmes avec la récré? Oui, ceux qui ont des troubles relationnels. C'est ça. Ça demande aux enseignants d'être vigilants et de surveiller ces temps-là aussi. Bon, là, on a prof Cécile, elle est super vigilante pour que les récrés se passent bien. Mais comme elle est prof, elle ne peut pas s'empêcher de nous apprendre des choses, alors que c'est la récré qu'on voudrait s'amuser. Vous nous présentez le grand livre des punchlines de Sénèque à Necfeu. C'est de Julien Barré, c'est aux éditions First. Mais c'est amusant, hein? Mais oui, mais bien sûr. On trouve des punchlines. C'est marrant, les punchlines. C'est très marrant, les punchlines. C'est court, c'est percutant. Alors, l'auteur, qui est linguiste, écrit « La punchline obéit à deux mouvements complémentaires, centrifuge et centripède. Elle condense et évoque. Elle résume et suggère, comme le titre d'un article ou le nom d'une œuvre, elle est à la fois explicative et incitative. En fait, elle doit être percutante et on trouve souvent des figures de style dedans, ça arrive souvent. Et là, on en recense plein. Il y a du Camus, du Coulchen, du Balzac. Exemple, parce que là, vous nous mettez l'eau à la bouche. Oh là là. Alors, un peu pour tout le monde. Alors, il y a Musset qui écrit en 1844 à son frère, c'est très beau, je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Très beau. Très beau. Alors on a Damso, le rappeur, en 2018, alors là on fait un bond dans le temps. De la gériatrie à la maternité, des félicités au RIP, on fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Moins un. Oui, mais c'est très philosophique. Youssoufa. 2013. Comment nous faire de l'ombre? On est les enfants du soleil. Oh, très joli. Il y avait quand même des grands maîtres de la punchline, notamment parmi les dialoguistes. Audiard, il y a du Audiard là. Il y a du Audiard, de Un sage en hiver, par exemple, sorti en 1959. Je me suis habituée à vivre au seuil de moi-même parce qu'à l'intérieur, il fait trop sombre. J'adore. Ouais, elle est très belle, celle-là. Elle est belle, hein? Un sage en hiver avec Belmondo et Gabin, ça se picore. Ouais, comme ça, vous en choisissez une un peu au hasard. Et cerise sur le gâteau, le dernier chapitre qui est intitulé « Comment faire des punchlines ?» le do it yourself de la punchline. Vous nous apprenez ça? Alors, j'ai pas tout fait. Il y a beaucoup de méthodes. Alors, par exemple, on peut prendre une expression au pied de la lettre comme la nuit tombe et personne pour la ramasser. Ouais. Ça peut être des bons exercices pour les profs, je suis en train de me dire. Ou créer un double sens, sire le roi n'est pas un sujet. Ou produire des images, je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Super, ça marche aussi en politique, hein, bien sûr. On appelle les petites phrases d'ailleurs, on ne dit pas les punchlines. Mais en fait, les meilleurs dans l'exercice, selon l'auteur, donc Julien Barré, pour lui, ce sont les rappeurs. Et d'ailleurs, il leur a consacré en 2020 un autre livre qui s'appelle Les meilleurs punchline du rap. Et la plus belle punchline de rap, selon lui, c'est « Quand je traîne en bas de chez toi, je fais chuter l'immobilier de Booba ». Voilà. Ces punchlines qui font partie de l'art oratoire, qui est un sujet que Julien Barré connaît bien. Vous avez dit qu'il est linguiste, mais pas seulement. Il est formateur en prise de parole également. Il est très sensible aux mots. Et il raconte qu'à la même époque où il étudiait la poésie du Moyen-Âge, il écoutait dans son
je veux dire dans son Walkman, du Booba et du Arsenic. Alors il a remarqué qu'il y avait un lien entre cette poésie du Moyen-Âge et ce rap des années 90. Ce qui est normal si on a bien révisé. Alors, Rap, ça veut dire quoi? rhythm and poetry. Et voilà, vous avez bien Rythme écouté et ma poésie. chronique Vous de nous la avez dit ça la dernière fois. Exactement, évidemment. Donc rap, ça veut dire rhythm and poetry. Donc tout ça se tient absolument très bien. On remonte un Super, petit je peu. cherche une punchline pour dire à quel point j'ai appris plein de choses. Non, je ne la fais pas. Non, ok, je la fais pas. Le grand livre des punchlines de Sénèque, Anne Fossé chez First Edition, de Julien Barré. Merci beaucoup. Merci. Grand oral, Karine Fiacchetti. Allez, petit conseil avant les fêtes, si vous voulez vous faire une idée de la densité du métier d'enseignant, exhumez d'une bibliothèque ou d'une librairie un roman, il s'appelle Classe, il est de Blandine Keller, il est sorti en 2004 chez POL et il raconte 1 heure de cours en 6e de manière très impressionniste et cette myriade de micro-décisions que prennent les enseignants à chaque instant. Et j'y ai repensé à ce livre. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir, c'est un roman, mais j'y ai repensé en lisant le guide de Karine Fiacchetti, qui est un outil avant tout pratique, lui, mais qui raconte à sa façon les 1001 détails qui font le quotidien de l'enseignant. J'ai été fasciné, Karine, en lisant votre bouquin, par ce degré de détail. Par exemple, simplement pour traduire les faits observables en besoin, vous dites qu'il y a des choses qu'on peut voir, mais il faut réussir à comprendre quel est le besoin qu'il y a derrière. Rien que sur un item, un seul, qui est prendre sa place dans un groupe, identifier et gérer ses émotions, il y a déjà une dizaine d'indices. C'est hallucinant. Comment, sans maître supplémentaire, sans enseignant supplémentaire dans la classe, comment un professeur pourrait y arriver ? D'où l'intérêt des RASED, ça permet. Vous les servi bien là, hein, elle était sympa celle-là. D'où l'intérêt des RASED, puisqu'effectivement on va pouvoir apporter cet œil supplémentaire, ce regard supplémentaire, soit en prenant la classe et en laissant directement l'enseignant dans cette position d'observateur qu'il n'a pas forcément l'occasion d'emprunter souvent, soit en étant du coup l'observateur pendant qu'il fait classe. Donc vous, première séance, vous arrivez, vous observez. Oui, j'aime bien. C'est ça, vous regardez un petit peu. Bien, et alors, je vous dis, je vous mens pas, hein, à chaque fois, il y a ce qu'on observe. Et donc là, c'est la petite liste qui est au-dessus de mes doigts. Mais par exemple, pour un enfant qui n'entre pas dans l'écrit, est-ce qu'on va observer, est-ce qu'il n'aime pas dessiner, est-ce qu'il dépasse ou il laisse du blanc ou ne finit pas ses coloriages, est-ce qu'il ne dessine pas un bonhomme et produit des formes peu signifiantes, est-ce qu'il appuie très fort ou au contraire effleure le papier, est-ce qu'il ne reconnaît pas beaucoup de lettres, ne demande pas le nom des lettres. Et même chose pour tout. Donc c'est juste énorme. C'est ce qui va nous permettre après de trouver quels sont leurs besoins et de pouvoir proposer des pistes d'aménagement pédagogique. S'il n'y a pas cette observation cette assez finesse, fine, là. Voilà. Ouais. C'est pour ça, moi j'aime bien observer, mais c'est une observation qui est active puisque c'est au contact des élèves, c'est en les questionnant, en faisant une activité avec eux. Voilà, je gravite un petit peu comme ça autour de ceux que j'ai repérés ou ceux pour lesquels on m'a précisément demandé un avis. La difficulté de travailler et de tisser un lien de confiance avec les enseignants au bénéfice des élèves, vous en parliez en tout début d'émission, la boîte noire, c'est pas évident de l'entretenir. Ça n'a pas évolué avec les années? Parce que moi j'ai l'impression d'entendre ça depuis l'époque de Maître Capello. Si, ça a évolué parce que les réseaux sont quand même bien implantés et que ce qui est plus difficile, c'est justement quand on a un secteur avec beaucoup d'écoles et qu'on est peu présent sur les écoles. Quand on peut peu présent, ça peut vouloir dire quoi? Que vous allez passer une fois tous les... Franchement, ça dépend du secteur. Ouais. Moi, j'ai été sur 2 réseaux différents, l'un où j'étais en aide relationnelle et l'autre en aide pédagogique. Et quand j'étais en aide relationnelle, c'était une circonscription où j'avais vraiment beaucoup d'écoles avec de la distance. Il y en avait combien, si on est concret? J'avais une douzaine d'écoles. Wow. Et je ne fais pas forcément partie de ceux qui en avaient le plus. Quel territoire? C'était un territoire périurbain, quoi. D'accord. Donc voiture, parce que j'imagine pas de bonne liaison, de transport en commun. Entre les écoles et souvent 3 écoles par jour, une le matin, une réunion le midi, l'après-midi. Donc, quand on a 12 écoles... vous optimisez aussi en fonction des kilomètres. Tout à fait, on optimise, on essaye de regrouper, mais malgré tout, on n'a pas assez de demi-journée pour pouvoir couvrir toutes les écoles. C'est surtout à ce moment-là que j'ai développé ce côté aide indirecte pour être... dans ces écoles-là, je ne pouvais pas forcément intervenir directement auprès des élèves, donc j'avais plus un rôle de conseil auprès des enseignants. Toute une part de votre travail, et vous avez employé l'expression déjà dans l'émission, c'est d'amener l'élève à comprendre le métier d'élève. Mais ça vaut pour tous les élèves. Donc bien finalement, ce que vous amenez dans une classe, vous l'amenez pour tout le monde, pas seulement pour les élèves que vous aidez. Et quand on a compris ça, je crois qu'on a compris pas mal de choses. Parce que si jamais on part, tout à l'heure on parlait du trouble ou de la difficulté, si on part de ça, ça paraît juste insurmontable. C'est ce que je mets au début du livre, un petit peu les profils, ce que c'est que ces élèves à besoins éducatifs particuliers, finalement sont des profils assez larges, et puis on se dit que chaque enfant a son individualité. Mais non, il faut arriver à
regrouper ça sous des choses communes et à intégrer dans ces gestes professionnels des pratiques inclusives qui, de fait, vont répondre à plein de besoins. Là, vous avez l'impression d'être tranquille en tant autour des Rasettes, puisque je l'ai rappelé en début d'émission, ils avaient été menacés par le ministère à certaines périodes, et j'ai relu dans les archives des rapports d'inspection, et l'un d'entre eux, un vieux rapport aujourd'hui, me disait qu'au fond, les Rasettes n'ont jamais vraiment été acceptés par l'éducation nationale. C'est un rapport qui était très favorable aux Rasettes, mais qui disait qu'il y a du mal à sortir de l'idée que son travail, c'est d'apprendre à lire, écrire, compter, et que le reste n'est pas de son ressort. Après, je pense que les missions du Rased ont évolué aussi, mais comme les missions des enseignants, de toute façon, dans une classe ordinaire où on est amené à rencontrer de plus en plus de profils diversifiés et de plus en plus de difficultés. Donc petit à petit, ça va mieux quand même. Voilà, oui, je pense ce sont des personnels qui ont développé une expertise quand même de la difficulté scolaire, donc ils sont indispensables. Bon, en tout cas, nous, on le croit à la quotidienne et on est ravis de vous avoir accueilli pour ça, Karine Fiacchetti. Si vous êtes parent, c'est peut-être pas pour vous, mais si vous êtes enseignant, ne le manquez pas. Et même si il n'y a pas d'enfants qui relèvent des Rasettes chez vous, croyez-moi, on apprend plein de choses. Enseignant en Rased, concrètement, que faire? Ça vient de sortir chez Tom Pouce. Cécile, merci beaucoup. Karine, merci beaucoup. On va pousser les portes d'une librairie. C'est important, les librairies, et, pour tous les enfants. Et à l'orée de Noël, Célie Luton, la librairie. Célie Luton, bonjour. Bonjour Emmanuel. On pousse les portes de votre librairie. Aujourd'hui, comme chaque semaine, Noël s'approche. Exactement. Et là, vous nous avez fait un festival. J'avoue que vous m'avez fait un festival parce que je les adore tous. Vous commencez avec Béatrice Alemania. Le top du top, immense illustratrice d'origine italienne. Exactement, qui vient d'être récompensée à Montreuil cette année avec La Grande Ourse. Donc le top du top reprend les aventures de Pascaline, puisqu'il y en avait déjà eu un premier, même pas en rêve, sur l'école. Et le deuxième, Pascaline part faire les courses. Oui. Zou. Le premier et le deuxième. Et le deuxième. Donc cette fois-ci, nous allons faire les courses. Donc c'est un supermarché. Deuxième. Oui, c'est un supermarché dans un arbre. Et là, Pascaline, elle est très contente d'aller faire les courses avec sa maman, le top du top. Elle veut plein de choses. Oh, des limaces, c'est génial. Oh là là, oh, des sucettes, tout, le top du top. Maman, s'il te plaît. Mais maman n'est pas d'accord. Et Pascaline, elle veut, elle rêve, elle bave. Et là, il y a une catastrophe. Elle salive tellement d'envie qu'elle se transforme en grosse limace gluante, mais la plus mignonne de toutes les limaces. Et elle se rend compte que le top du top... c'est pratique, limace, parce qu'on peut tomber sans se faire mal. Exactement, oui, il n'y a pas d'os à casser. Après tout, on relativise. À partir de quel âge? À partir de 3 ans, sans problème. Pauline Voyage, 2 grandes signatures. Marie Desplechin, qu'on avait reçue dans cette émission, François Roca. Croyez que j'allais laisser passer l'année sans parler de cet album, pas du tout. Pauline Voyage, c'est merveilleux. Pauline, elle a demandé à son papa une toute petite chose, un voyage en bateau avec lui. Alors, voyage en bateau, elle aura... Son père a les moyens. Oui, bien sûr, oui, quand même. Oui, Monsieur Diamantis, quand même. Monsieur Diamantis, très riche, Hubert. Mais non, c'est avec son amie Nathalie qu'elle va voyager, et elle est très fâchée. Rien que la première page le dit. Mon cher papa, vous m'avez dit de vous écrire. J'étais très contrariée, alors je ne vous ai pas écrit. Mais aujourd'hui, je m'ennuie tellement que je vais vous obéir. Bon, je ne l'ai pas dit à la virgule près, mais c'est le texte de Marie Desplechin, c'est du grand Marie Desplechin, avec les illustrations. Et les illustrations sublimes. Toujours très belles de François Roca. Parfait. Formidable. Ça, c'est à l'école des loisirs, comme le précédent. Oui. Je ne l'ai pas dit, et on voyage bien, et il y a toutes ces lettres extrêmement poétiques. Oui. Et nous terminons avec Merci. Oui. Ici, Nori. Merci. Un imagier. Tout petit, tout bête au départ, mais pas du tout. Ça se transforme en un récit d'aventure. On va dire merci à chaque chose, de la plus petite à la plus grande chose. C'est merveilleux. C'est un collectif de 2 artistes. Ouais, extraordinaire. Voilà. Ça commence par remercier les couleurs. Oui. Merci jaune, merci rouge. Exactement. Et des couleurs, on va passer à des objets, à des figures, on a les robinets, les figures, à des moments. Par exemple, les tables. C'est un imagier d'art. Un imagier d'art absolument merveilleux, les cabanes, les rochers. Oui. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci joyeux Noël. Aussi. Merci. Et joyeux Noël à vous aussi, parce que ça va être super beau avec tous ces très beaux conseils que vous nous donnez chaque semaine. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Laure Audemont. Marie Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frari, Héloïse Merlin au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.